Plusieurs personnes ont pointé du doigt et crié de surprise, en voyant 4 rares monstres gluants argentés. Ils essaient de rester silencieux, faisant attention à ne pas effrayer les précieuses bêtes. Soudain, un jeune homme a dépassé tout le monde, ignorant complètement les avertissements de se taire et d'être stratégique. L'aventurier frappe avec une attaque critique, brisant le noyau en morceaux. Continuant son flux de coups, le reste des gluants tombe bientôt comme le premier. L'épée de rang S de Yuki brille dans la lumière, levée alors qu'il termine son assaut. De cette façon, il gagne une armure, des gantelets et des chaussures de Slim de rang S. Alors que l'objet scintillait sur le sol, les autres aventuriers regardaient, choqués, incapables de croire qu'ils avaient tous été vaincus en un seul coup, laissant même tomber un équipement plutôt rare dans le processus. Ils ont regardé l'aventurier, émerveillés de sa chance. En regardant son stockage, même Yuki avait du mal à croire à sa fortune. C'est trop beau pour être vrai, mais c'est aussi comme s'il était récompensé pour toutes les épreuves de sa vie passée. À l'époque, il a atteint le vieil âge de 85 ans, mais était toujours un aventurier de rang bronze. Au premier étage du donjon de Tokyo, d'innombrables aventuriers se promenaient avec une expression inquiète. Soudain, un homme a levé son téléphone, alertant tout le monde d'une énorme attaque de monstres, causant des destructions à l'extérieur des donjons. La bête a détruit des structures artificielles. Ils envisagent d'aller plus loin à l'intérieur, mais ces zones seraient également en plein essor. En voyant Yuki, ils s'inquiétaient pour le vieil homme et ont essayé de lui dire de s'échapper avec eux. Cependant, il s'est contenté de repousser leurs mains et s'est dirigé vers les monstres gluants tout en ignorant leurs appels. S'étant fait une réputation, les autres laissent l'homme tranquille car c'est quelqu'un dont le statut n'augmente jamais. Certains se précipitant se sont cognés contre son corps, lui disant agressivement de bouger. Des décennies se sont probablement écoulées depuis la fondation des aventuriers. Il utilise un système familier, mais le taux de croissance varie d'une personne à l'autre. Le niveau d'une personne augmente en battant des monstres, et son statut devrait augmenter à chaque fois que cela se produit. Parfois, les gens reçoivent même des compétences ou des sorts magiques pour aider leur spécialité, et c'était ce que les gens considéraient comme la norme dans leur monde. Cependant, il était probablement le plus malheureux. Yuki avait atteint le niveau 98 après des années de travail acharné, mais ses statistiques étaient toutes à un seul chiffre. Il serra les dents de colère, méprisant le monde car il savait qu'il avait fait de son mieux pour ne plus perdre personne. Après avoir passé des années à grinder et à tuer des monstres, il a finalement atteint un niveau avant la limite et est la seule personne dans l'histoire à avoir jamais accompli un tel exploit. Maintenant, le vieil homme se tenait sur la plaine, regardant les derniers gluants qu'il devait battre, et lâcha son épée fragile et brisée. Le niveau maximum pour les aventuriers est le niveau 99, et il croyait qu'atteindre cela valait tous ses efforts. Avec une profonde inspiration, il chargea, certain que son statut n'était qu'une éclosion tardive et qu'il avait besoin de foi. S'accrochant à cette idée, il déchira le monstre avec ses mains et sa bouche. Finalement, son corps brilla et une petite flèche pointant vers le haut apparut au-dessus de son corps. Il avait réussi. Yuki leva ses mains tremblantes, attendant d'être récompensé pour toutes ses épreuves. Alors qu'il joignait ses mains en prière, sa force augmenta d'un point. Le petit nombre est apparu sur sa fenêtre comme pour se moquer de tous ses efforts. Il fixa pendant un moment, puis deux, et balbutia d'incrédulité. Le vieil homme tomba au sol et cria, remettant en question son destin insensé et apparemment condamné. Malgré tout ce qu'il a fait, il n'y avait rien pour lui dans le monde. Des monstres se sont approchés de lui, mais il n'a rien fait après avoir perdu tout espoir. Ils ont encerclé le vieil aventurier désespéré, grognant et rugissant sur leur prochaine proie. À la fin, il a vécu une vie horrible sans aucune rétribution. Tous les autres le méprisaient, et il ne pouvait même pas sauver sa mère, qui était la seule personne qui le chérissait. De plus, il a entraîné sa précieuse sœur dans son malheur et a ruiné sa vie avec la sienne. Au moins, la terrible expérience était enfin terminée. Lui accordant une morsure au poignet, un monstre a marché sur tout son corps, l'écrasant en bouillie. Alors que l'au-delà traitait sa mort, il réalisa qu'une erreur fatale s'était produite dans le système de statut de Yuki. Son cœur battit faiblement alors qu'il appliquait un correctif de réparation et un retour en arrière sur la vie du vieil homme. Le rythme cardiaque s'est renforcé, des paramètres cachés ont été libérés et des points de statut unique ont été attribués en guise d'excuse pour l'erreur. Après un certain temps, il ouvrit les yeux et se retrouva dans un endroit familier. Une voix le félicita. Il cligna des yeux plusieurs fois de plus, éclaircissant sa vision. Finalement, elle voit la réceptionniste de la guilde, lui tendant un badge et l'enregistrant comme aventurier. Yuki a été renvoyé à ce moment précis il y a des années. Regardant autour de lui avec confusion, on lui demande s'il y a quelque chose qui ne va pas. L'homme Nagnan se calme et agit normalement en prenant le badge d'aventurier de bronze. En y réfléchissant, il dit que ce doit être le jour où il s'est inscrit à la guilde et se demande ce qui s'est passé exactement, et il ne se souvient que d'avoir vu quelque chose à propos des statues avant de mourir. Appelant le système, il voit que son statut est exactement comme il l'était avant. Étonnamment, il peut maintenant faire défiler vers le bas. Ses yeux brillèrent et se figèrent de surprise en lisant le texte écrit en bas. Alors que tout chez lui était de bas niveau, sa chance était complètement et sans précédent maximisée. Il cria de choc, se demandant ce qui était arrivé à son statut.
Le statut de chance de Yuki, dont il ne se souvient pas de l'existence, était bien plus fort que ses autres statistiques. Dans sa vie passée, il était censé être un paramètre caché, et il n'arrive toujours pas à croire à ce rebondissement. Après tout, c'est lui qui a vécu 70 ans de malheur. Il décide de vérifier son nouveau lui en chassant des gluants pour l'instant. En un rien de temps, il atteint le premier étage du donjon de Tokyo, des empreintes de pas indélébiles. Avec le soleil qui brille d'en haut, il trouve sa cible, et leur présence lui donne l'impression d'être chez lui. Soudain, quelque chose a bougé rapidement derrière lui. En apercevant la créature, il réalise ce que cela pourrait être. C'était un slime argenté brillant et scintillant à la lumière du soleil. C'est un monstre ultra rare qui n'est apparu qu'une seule fois dans sa vie passée. De plus, il s'est échappé immédiatement, ne lui donnant même pas la chance de se battre. Il donne d'énormes quantités de points d'expérience, mais est connu pour ses évasions rapides. S'approchant lentement, il n'a besoin que d'un pas de plus pour atteindre avec son attaque. Soudain, le monstre disparaît en un éclair alors qu'un aventurier stupide tire mal sa flèche. C'était une chance extrêmement rare, il ne pouvait donc s'empêcher de maudire silencieusement le jeune homme. À leur surprise, le slime a esquivé, mais était toujours là, regardant autour de lui avec agitation alors qu'il aurait normalement fui un bruit fort. Ce qui est encore plus étrange, c'est qu'il s'est précipité vers son corps pour tenter d'attaquer. Après avoir tourné autour de son dos, l'ennemi a chargé avec l'immense vitesse qu'il utilisait calmement pour s'échapper. Heureusement, Yuki était assez compétent pour contrer, ayant atteint le plus haut niveau grâce à ses compétences seules. Une poussée précise frappe la cible en plein cœur et provoque l'explosion du slime et son éclaboussement sur tout le sol. Cette rencontre seule lui donne suffisamment de points d'expérience pour augmenter immédiatement de 4 niveaux. Cela dit, le monstre coriace avait cassé sa lame en un seul coup, il devait donc acheter une nouvelle arme. En regardant les options, quelque chose brilla vivement derrière lui. Ses yeux s'ouvrirent de choc en voyant une épée de rang S sur l'herbe, tombée par le monstre tué. La puissance d'attaque était stupéfiante, mais il y avait une chance considérable de manquer des attaques en retour. Avec cela, il étire ses bras, prêt à chasser à sa guise. Sans même marcher pendant quelques minutes, il rencontre 4 autres slimes argentés, et encore une fois, ils chargent tous au lieu de s'enfuir. Il n'a d'autre choix que d'essayer de les vaincre, mais ce ne sera pas facile avec une arme qui a une fonctionnalité de facilité. Malgré tout, il a balancé et tailladé. Étonnamment, chaque attaque a touché comme un coup critique, éliminant tous les ennemis en une seule fois. Les tuer tous avec facilité était déjà une chance, mais ces nouvelles statistiques se sont avérées être encore plus importantes que prévu, car chaque slime laisse tomber un objet de rang S qu'il peut utiliser. Le jeune aventurier regarda avec admiration, surpris qu'il ait réussi à les vaincre tous. Après cela, il a continué à chasser pendant environ 1 heure de plus, et le nombre total de slimes qu'il a rencontrés était de 10. En un seul après-midi, il a pu remplir tout son stockage car chaque slime a laissé tomber un objet rare. À ce stade, il n'avait d'autre choix que de croire que sa chance était la réalité. Yuki se jeta à nouveau sur le sol, souriant largement alors qu'il était allongé sur l'herbe. Prenant un moment pour réfléchir, il espère qu'il pourra enfin être quelqu'un avec ce pouvoir. Cette fois-ci, il peut rendre sa famille heureuse. Ses priorités maintenant étaient sa mère malade, et bien sûr, sa précieuse petite sœur. Sautant sur ses pieds, il réalise qu'il n'a même pas confirmé s'il a toujours un foyer où retourner. Dans sa vie précédente, il a passé 70 ans seul. Maintenant, il veut rentrer chez lui et a de nouveaux besoins de sa famille. Il a emballé son épée et s'est transporté à l'entrée du donjon. En un rien de temps, il traversait les rues à toute vitesse, pressé d'atteindre son ancien logement. Essoufflé et épuisé, le jeune homme s'arrêta finalement devant un ensemble d'appartements. Cela fait si longtemps qu'il ne se souvient plus de la pièce que sa famille possédait, et c'est aussi en partie parce qu'il a passé la moitié de sa vie sans abri. Heureusement, il voit leur nom de famille sur une porte d'entrée. Sa main s'avança vers le bouton, tremblant et hésitant à le tourner. Se demandant pourquoi il était si nerveux, il essaya de se calmer. Prenant une profonde inspiration, il renforça sa détermination, mais la porte s'ouvrit avant même qu'il ne puisse la saisir. Un sourire radieux l'accueillit, et la voix de sa douce petite sœur lui souhaita la bienvenue à la maison. Les yeux de Yuki tremblaient car c'était la première fois qu'il voyait sa sœur depuis des décennies. Submergé par des émotions profondes, il serre fort contre lui. Bien qu'elle se demande ce qu'il faisait, elle le fit en riant et en souriant de sa chaleur. Ses yeux étaient en forme de croissant à cause du bonheur, même si elle lui disait de la lâcher. Cependant, il refusa de la lâcher et la serra encore plus fort, ne voulant plus laisser personne ni quoi que ce soit lui prendre ce qui lui était précieux. Pour l'instant, Yuki a raconté à Nami tout ce qu'il avait vécu dans la vie. Au lieu d'être confuse, elle accepta tout et demanda si sa chance pouvait aussi sauver leur mère. Il suffit d'un peu d'effort, mais c'était son but depuis le début. Le lendemain, il échangea les objets rares qu'il avait obtenus contre beaucoup d'argent, et avec cela acheta la potion de récupération de raid la plus puissante qu'il pouvait trouver. Son offre écrasante a réduit tout le monde au silence et lui a permis d'obtenir l'objet sans problème. Dès qu'il l'a obtenu, ils se sont rendus à l'hôpital où se trouvait leur mère. Frappant et s'identifiant, les deux enfants firent glisser la porte, disant joyeusement qu'ils venaient lui rendre visite.
Une femme maladive mais belle était assise sur le lit et leur demanda comment ils allaient. Avec un sourire tendre, Yuki dit que ce devrait être eux qui lui posent la question. D'un autre côté, Nomi ouvre une boîte de friandises, disant qu'ils lui ont apporté quelques souvenirs. Alors qu'elle remercie ses enfants, elle leur demande de ne plus recommencer et de dépenser plutôt de l'argent pour eux-mêmes. Heureusement, elle n'a plus besoin de s'inquiéter de l'argent, et ils ont même un autre cadeau pour elle. La mère les regarda avec confusion. C'est un peu soudain, mais Yuki lui donne la potion et lui demande de la boire tout de suite. Il venait de devenir un aventurier, mais il a gagné beaucoup d'argent dans un donjon et l'a acheté pour elle. Le fils dévoué balaie cela comme étant de la chance et lui tend le liquide magique. Elle l'ouvre et en prend une grande gorgée, vidant le contenu immédiatement. En un instant, ses symptômes et sa faiblesse ont diminué, remplacés par une force inconnue. À sa grande surprise, elle se sentit soudain plus légère, et même respirer était beaucoup plus facile. Avec cela, il a enfin pu sourire de soulagement. Nomi lui tape dans la main, félicitant son grand frère pour son travail bien fait. Il donne à leur mère la friandise qu'ils ont achetée pour nettoyer le goût désagréable de la potion. Assez tôt, ses symptômes s'atténuent et la progression de la maladie s'arrête. Après un certain temps de rééducation, elle a reçu la permission de sortir pour des soins à domicile. La simple idée de vivre ensemble en famille complète n'était qu'un rêve pour elle auparavant. Maintenant, elle cuisine joyeusement leur nourriture et fait leur vaisselle, et il n'y a rien qui puisse la rendre plus heureuse. Bien qu'il soit formidable qu'elle aille beaucoup mieux, ce n'est toujours pas suffisant pour Yuki. La potion qu'elle a prise n'est qu'une mesure temporaire et ne guérira pas complètement la maladie. À l'avenir, son objectif est d'obtenir quelque chose de plus puissant comme un objet légendaire de rang L. Un exemple de ceci est l'élixir. Même Nami l'a vu à la télévision et a entendu dire que seuls les meilleurs aventuriers ont trouvé l'objet. Pour quelque chose qui peut ramener quelqu'un du bord de la mort, on le trouve normalement en dessous du 50e étage et ne peut pas être acheté avec de l'argent. La famille bougeait nonchalamment, faisant la vaisselle tout en parlant de la potion rare. L'élixir est un objet unique. Ce qui signifie qu'il ne peut être utilisé que par ceux qui les ont obtenus. De plus, c'est une gloire qui ne peut être obtenue qu'en vainquant un être puissant. S'il ne peut pas être acheté avec de l'argent, alors ils devront le prendre même dans le donjon. Après un moment de silence, la fille demande à son frère s'il peut vraiment aller plus loin que le 4e seuil. Ce serait normalement impossible, et franchement, une tentative le ferait mourir d'une mort terrible. Elle s'inquiète immédiatement en entendant cela, mais c'est exactement pourquoi il a dit que c'est normalement le cas. Le pouvoir qui lui est donné n'est pas seulement de la chance, mais aussi la connaissance accumulée de sa longue vie passée. À cause de cela, il sait que l'élixir peut aussi apparaître dans les étages supérieurs et est conscient de l'emplacement exact. Il devrait se trouver sur le boss du 20e étage, l'ancien golem. Son objet unique est l'élixir, mais les chances qu'il apparaisse sont extrêmement faibles. La potion est un drop rare d'un monstre boss rare, il est donc tout à fait naturel. Dans sa vie passée, l'événement était si spécial qu'il n'a entendu parler de cela qu'une seule fois. Cela dit, la chance qu'il a maintenant lui donnerait très certainement les conditions parfaites qui sont nécessaires. Le voyant y penser, Nomi appelle son grand frère pour avoir une expression intrigante. Alors qu'il se ressaisit, elle lui adresse un sourire charmant, certaine qu'il peut faire tout ce qu'il a en tête. C'est un fait qu'ils connaissent déjà, mais il doit encore faire quelques préparatifs néanmoins. De telles questions pourraient la dérouter, mais c'est différent pour Yuki, dont l'esprit expérimenté sait que tout a une faille. Yuki devra préparer quelques éléments avant de plonger dans le 20e étage du donjon. En commençant par son équipement, il s'équipe de l'épée de Slim recouverte de l'arme de Slim, ce qui lui donne une chance de réduire les dégâts. Voyant sa tenue d'ours, elle lui demande s'il va vraiment bien, ayant vu d'autres personnes y entrer avec une armure lourde. C'est généralement le cas, mais ses statistiques sont trop basses pour équiper un équipement de si haut niveau. Le statut qui a augmenté sa chance ne peut apparemment augmenter aucune autre zone de statut. À cause de cela, il sera impossible de s'équiper complètement d'équipements lourds. Après avoir gagné des niveaux avec les Slim, il a réussi à apprendre beaucoup de compétences, y compris une pour les attaques critiques. Puisqu'il va augmenter ses statistiques, Nomi pense au 5e étage du donjon, Alice Crown. Les monstres là-bas ont un drop rare que les gens appellent le fruit miracle. Semblant déjà le savoir, Yuki se dirigea vers leur porte, et les frères et sœurs partagèrent quelques derniers adieux avant qu'ils ne partent. Enfin, elle lui tend une boîte à lunch qu'elle a préparée, bien que tous les fruits miracles puissent le rassasier. Le jeune homme l'accepte avec un cœur reconnaissant, et elle apparaît rapidement dans son stockage. Finalement, il sortit pour se diriger vers leur objectif. Les arbres étaient épais, et bien que la lumière du soleil y pénétrait à peine, des lueurs bioluminescentes illuminaient la forêt. D'énormes plantes carnivores mangeaient les insectes alors que Yuki arrivait au 5e étage du donjon. C'est une zone principalement remplie de monstres de type plante, ce qui rend assez facile de se perdre. Cela dit, c'est toujours une couche peu profonde et a déjà été conquise par des aventuriers, ce qui signifie qu'il existe un tas de cartes utiles. Après un certain temps de marche, il s'arrêta au milieu d'une clairière, disant qu'il avait dû atteindre le nid de train. Ce sont des monstres qui excellent dans les embuscades après avoir imité des arbres ordinaires. Bien conscient que leur mimétisme n'est pas parfait, il ramasse une pierre du sol.
Il vise les feuilles qui n'ont pas de veines ou de racines qui poussent dans des directions étranges et lance le projectile. Dès qu'il a frappé, une friandise s'est soudainement révélée, faisant soudainement pousser plusieurs jambes. Il s'est redressé du sol, montrant l'horrible monstre en dessous. L'ennemi peut sembler intimidant pour les autres, mais les choses se déroulent exactement selon les plans de Yuki. Avançant et balançant sa lame, l'aventurier inflige une attaque critique comme d'habitude. Les trains sont faciles à gérer. Si vous savez comment éviter les embuscades, entendant un léger pigne, il se retourne et voit le drop de l'objet rare. Il prend le fruit miracle et en prend immédiatement une bouchée, notant les faibles notes de pomme ou de poire. Cela dit, le goût n'a pas d'importance, et il confirme ce qui est important en voyant que sa force a augmenté d'un point grâce à cela. Avec les effets stimulants du fruit rare, même ses statistiques de pacotille peuvent devenir fortes. Il a chassé les trines sans arrêt et a mangé leur drop autant que possible, rinçant et répétant ce processus. Heureusement, il a mangé quelques fois dans la boîte à lunch de Nomi après s'être lassé du même goût. Beaucoup de temps passe, alors il vérifie s'il a enfin atteint sa limite de croissance de niveau. Un scan rapide confirme cela et qu'il a atteint la force d'un guerrier moyen. S'étirant quelques membres fatigués, l'aventurier décide de s'arrêter là pour le moment. Cependant, alors qu'il était sur le point de rentrer chez lui, quelque chose est passé derrière lui. Yuki s'est tourné avec surprise, laissant ses instincts prendre le dessus et a demandé qui c'était. Les intrus l'accusent d'accaparer les terrains de chasse et disent qu'il devrait recevoir une leçon. Quelques hommes à l'air louche le fixaient, leurs petits yeux inquiétants. Voyant qu'ils n'ont pas d'identifiant d'aventurier, il leur demande s'ils sont des rampants. Sans trop s'en soucier, le plus petit des hommes le confirme et remarque l'épée rare sur son dos. Ils offrent de lui épargner la vie s'il laisse l'équipement qui est clairement hors de sa portée. Malgré leur arrogance, Yama était inconscient au sol en un rien de temps. Yuki a soupiré de soulagement alors que tout s'activait correctement. L'attaque utilisée par l'ennemi ne peut être apprise qu'au niveau 25, ce qui signifie qu'il était à un niveau supérieur au sien. En échange d'une puissance réduite, il garantit un coup précis qui ne peut être évité. Cependant, comme les vêtements du jeune aventurier sont recouverts de l'arme de Slim, il a réussi à encaisser les dégâts. Il aurait probablement un trou béant dans l'estomac sans sa statistique de chance inégalée. Hachi a reculé sous le choc, ne s'attendant pas à ce que son partenaire soit abattu en un seul coup. On lui dit d'abandonner tout de suite s'il veut encore être pardonné. Le rampant a refusé d'être sous-estimé, confiant dans ses capacités à gérer les guerriers d'Agrim qu'il ne peut pas l'atteindre de si loin. Yuki a gardé son épée pour l'instant. Il semblait qu'il se rendait un instant, mais le jeune homme a soudainement fouillé dans son stockage et a sorti un bâton de mage orné de diverses fleurs. Hachi n'a pas pu s'empêcher de glousser en voyant cela, et il demande si l'utilisateur sait même ce qu'il tient. Le brandissant, il dit qu'il sait exactement ce qu'il tient. C'est le bâton d'absurdité, qu'il a ramassé du torrent stérile plus tôt. En fin de compte, il ressemble juste à un amateur. Le bâton, bien qu'étant un objet rare, a un énorme inconvénient, car il active la magie de manière si aléatoire, ce qui le rend inutilisable. En plus de cela, il y a aussi un malheureux biais en ce qui concerne les chances de lancer un sort réellement utile. La chance d'échouer est de 40%, et il y a 30% de chances de lancer une magie proche du niveau débutant. Il y a plusieurs autres inconvénients, et il faudrait une personne extrêmement chanceuse pour le faire fonctionner. Quoi qu'il en soit, il serait normalement impossible d'utiliser le bâton aux fins prévues. D'autre part, Hachi a pu lancer une boule de feu de niveau intermédiaire. Même si les chances fonctionnent pour l'aventurier et qu'il parvient à utiliser une compétence de niveau similaire, le sort du rampant sera plus fort en raison de son équipement améliorant la magie. En d'autres termes, il est pratiquement assuré de gagner en tant que mage. La flamme s'est rassemblée et a grandi alors qu'il annonçait la fin de la chance du jeune homme. Avec cela, il a lancé la boule de feu vers l'avant et s'est précipité vers la cible avec un brasier déchaîné. Étonnamment, Yuki n'était absolument pas dérangé et a bâillé en disant qu'il avait fallu si longtemps à l'ennemi qu'il avait également fini de préparer son sort. La magie s'est rassemblée autour du bâton d'absurdité, et une boule de feu sombre est apparue à son extrémité. Elle a grossi de plus en plus jusqu'à devenir comparable à un petit météore. Le feu ardent irradiait Case chantant les arbres voisins. D'un coup de bâton, le lanceur l'a envoyé vers l'avant. Brûlant à travers la forêt, il a atteint la boule de feu du rampant, qui était maintenant minuscule en comparaison et l'a dévorée entière. Hachi est tombé en arrière avec une incrédulité totale, incapable de comprendre comment l'ennemi avait tiré une magie de météore avancée, qui avait une chance de 0,05%. L'attaque fonçait vers lui, et la puissance était si ridicule qu'il ne pouvait que se convaincre que c'était une illusion. Juste à ce moment-là, les cheveux sur sa tête se sont enflammés. Ses vêtements ont rapidement suivi, et il est devenu douloureusement clair que la masse de roches flamboyantes était réelle. Avec cela, il a crié et a mouillé son pantalon de terreur. L'attaque a frappé, et les flammes ont tout dévoré dans le rayon. Après un certain temps, le feu s'est calmé, révélant des arbres brûlés et un immense cratère où le météore a frappé. Au milieu de tout cela se trouvait Hachi, complètement éliminé après l'énorme attaque. Le bâton d'absurdité était dans un état similaire, mais Yuki se moquait bien de l'objet rare. Il l'a jeté au sol, s'excusant auprès de son adversaire car il était juste trop chanceux pour de telles astuces. Les rampants étaient inconscients au sol,
subissant une défaite unilatérale de Yuki. Puisqu'ils sont toujours dans un donjon, il conclut qu'il ne peut pas simplement les laisser là. C'est pénible, mais il coupe quelques vignes pour emmener la paire à l'extérieur. Ils sont maîtrisés en un rien de temps et sont prêts pour un transport rapide. Avec cela, le jeune homme les a traînés, tirant et tirant les corps jusqu'à l'entrée du donjon. Il les a livrés à la police à son retour, et le soleil était déjà couché au moment où l'interrogatoire s'est terminé. Le lendemain, il est retourné à la guilde comme d'habitude et s'est excusé d'être en retard car il avait été pris dans des ennuis. À sa grande surprise, la réceptionniste l'a reconnu, disant que la police les avait déjà informés de l'incident. Avant même qu'il ne puisse dire quelque chose, elle a soudainement sonné une cloche et félicitations, et a annoncé qu'il avait obtenu un rang et un badge d'argent. Le jeune homme l'a regardé, sceptique, car il ne devrait pas encore avoir suffisamment de points pour cela. Monter au rang d'argent n'est pas une mince affaire, et il faut généralement 3 ans aux personnes talentueuses pour le faire. Il faut rassembler les objets demandés et chasser les monstres puissants pour apporter suffisamment de contributions à la guilde. Le personnel dit que ce n'est pas une erreur car il a capturé 2 membres du gang du Bras Rouge. C'est une organisation criminelle répandue, et les attraper rapporterait certainement une tonne de points de contribution. Le félicitant pour cela, elle ajoute que Hachi et Yama étaient équivalents à des aventuriers de rang argent. Il doute de ses oreilles, ne réalisant pas que les deux étaient en fait assez forts et auraient pu lui causer de réels problèmes. Acceptant le badge, il minimise en disant qu'il a eu de la chance. Louant sa modestie, la femme ajoute qu'elle attend avec impatience ses exploits au-delà du 10e étage. Les étages qu'un aventurier peut défier sont limités par son rang. Le cuivre peut descendre jusqu'au 10e, l'argent jusqu'au 30e, tandis que l'or n'a aucune restriction. Portant l'amulette, il dit qu'il aimerait atteindre le 20e étage au minimum. Bien qu'elle l'encourage, le personnel avertit que cet étage est notoirement difficile. Comme condition préalable, elle recommande de rassembler un groupe de personnes pour le défier ensemble. Le jeune homme la remercie poliment pour ses conseils et s'en va. Il était monté en grade beaucoup plus tôt que prévu, ce qui signifie que sa rencontre avec les rampants était également chanceuse. Juste à ce moment-là, une voix l'a appelé. Un homme d'apparence vieille et riche lui a demandé s'il pouvait lui accorder un moment de son temps. Tout d'abord, ils ont confirmé qu'il était l'aventurier qui avait vaincu la paire de gangsters. Il pointe du doigt les affiches sur le mur indiquant les crimes de Hachi et Yama, y compris le meurtre. Alors que Yuki dit qu'il a juste renversé la situation, l'homme a tremblé. À sa grande surprise, l'étranger a pris ses mains avec des larmes dans les yeux et l'a remercié de tout son cœur. Apparemment, la paire a tué son fils, et bien que la police n'ait pas pu les trouver, l'aventurier a traduit les criminels en justice. Il le console en disant qu'il a juste fait son devoir en tant que membre de la guilde. Quoi qu'il en soit, l'homme s'est incliné profondément, exprimant sincèrement sa gratitude. Maintenant, il peut enfin aller sur la tombe de son fils et lui annoncer la merveilleuse nouvelle. En regardant en arrière, Yuki ne se souvient pas avoir été remercié une seule fois dans sa vie antérieure. C'est plutôt agréable malgré le fait que ce soit inhabituel. Avec cela, il se souvient qu'il est mort le jour d'une épidémie massive dans le monde. Puisqu'il connaît déjà cet avenir, il se demande s'il peut faire quelque chose pour changer à ce moment-là. Il s'empêche d'avoir ses pensées, disant que c'est un objectif bien trop grand pour l'instant. Se réveillant avec une gifle dure au visage, il se rappelle qu'il doit d'abord sauver sa mère. Rappelé de sa priorité absolue, il est sorti pour continuer sa journée. Pendant ce temps, dans une caverne faiblement éclairée où des armes sont éparpillées, un homme a frappé sur la table avec rage. Il ne pouvait pas croire que Hachi et Yama avaient été éliminés si facilement. Maintenant, les autres gars n'apprendront pas leur leçon. Pour aggraver les choses, il ne pourra pas payer leurs impôts au grand patron. Ses yeux se sont portés sur les lames sur la table, et il en a sorti une. Jurant de ne jamais laisser le coupable s'en tirer, il enfonce la lame dans un journal montrant le visage de Yuki et promet de le tuer tôt ou tard. Pendant un instant, il a lancé un regard furieux, mais le feu dans ses yeux s'est soudainement éteint pour laisser place à une flamme calme. Il doit encore approcher avec prudence. Après tout, l'ennemi a vaincu Hachi et Yama à lui tout seul. Il ne fait aucun doute qu'il est fort et qu'il faudra une préparation adéquate avant de l'affronter. Néanmoins, aussi fort qu'il soit, l'homme a certaines façons de se débarrasser de ses ennemis. Portant une cagoule blanche sur la tête, Kido dit que la chance de Yuki est épuisée maintenant qu'il le traque. Une dure lumière du soleil brille alors que Yuki atteint le 15e étage du donjon, la montagne de la mort solitaire. C'est un endroit avec des passages étroits et sinueux et un terrain perfide mortel. En raison de ses caractéristiques géographiques, il est difficile de le dégager en groupe car ils finissent par se séparer. De plus, des rumeurs disent que c'est un terrain fertile pour le crime. Lançant sa lame et la plantant dans les murs, il l'utilise comme une plateforme pour sauter par-dessus tout le monde et domine la scène qui est parfaite pour une aventure d'âme comme lui. Récupérant rapidement l'arme, il passe immédiatement à l'affrontement avec un énorme monstre désireux d'apprendre et de grandir suffisamment pour défier le 20e étage. Il voulait monter de niveau en chassant des slims argentés, mais ils ont cessé d'apparaître après qu'il en ait chassé trop. Maintenant, labourant tous les monstres sur son chemin, il se concentre sur la quantité pour monter de niveau. Avec une détermination ardente, le jeune homme a continué, sans se soucier de quel ou combien de monstres il devait tuer. À chaque meurtre,
il reçoit un tas de précieux butins inaccessibles à l'aventurier ordinaire, une silhouette familière avec une cagoule blanche lavée, énumérant des caractéristiques telles que l'épée de Slim Solo et le combat sans armure. L'homme de la caverne confirme sans aucun doute qu'il s'agit de l'homme qui a vaincu ses camarades. Pour aggraver les choses, l'aventurier arrogant entre sur son territoire. Il n'est pas nécessaire d'attaquer immédiatement, alors Kito se calme pour l'instant. Il restera dans l'ombre et attendra que le jeune homme baisse sa garde. La nuit tombe assez tôt, alors Yuki installe un feu de camp. D'après ce qu'on dirait, il prévoit apparemment de rester à l'étage pendant longtemps. Prenant cela en considération, le criminel s'illumine, disant qu'il a une idée incroyable. Il se détourne pour partir, réalisant qu'il n'a même pas besoin d'intervenir directement. Baigné par la lune rouge, il a couru pour utiliser son territoire, où il a sans aucun doute le dessus. Comme dans le monde naturel, les monstres ont des écosystèmes, et savoir cela peut être utilisé à son avantage. S'attaquant d'abord aux monstres supérieurs, il commence par réduire le nombre de prédateurs. Sans rien pour les manger, cela conduirait inévitablement à l'augmentation des proies, d'autant plus si Keto les arrose de nourriture et de suppléments. Les monstres grandissent à un rythme rapide, et si la pyramide du pouvoir s'effondre, ils recommenceront facilement à se reproduire excessivement. En attendant, il dit que quelque chose de grand devrait arriver assez tôt, et quoi qu'il arrive alors sera exclu comme un accident banal pour les aventuriers. La nouvelle se répandra qu'un aventurier malchanceux a été pris dans un essaim de monstres déchaînés. De cette façon, l'incident n'attirera pas l'attention du public ni des autorités. Debout au-dessus des zones de reproduction des monstres, il sourit en voyant les choses fonctionner comme prévu. Comme touche finale, il jette un sac de poudre insecticide dans le gouffre, les incitant à prendre leur envol et à faire des ravages dans tout le pays. D'innombrables insectes ont volé, prêts à dévorer tout sur leur passage sans laisser un seul os derrière eux. Pendant ce temps, Kido riait maniaquement. Yuki était toujours occupé à combattre des monstres aléatoires lorsqu'il a entendu un faible bourdonnement qui est devenu de plus en plus fort. Se retournant pour voir ce que c'était, il est stupéfait de constater que les ténèbres enveloppent la zone. Cela ressemblait d'abord à des nuages noirs, mais il s'est vite rendu compte que c'était un essaim de sauterelles de la mort mortelle. Avec un coup d'œil rapide, il sait immédiatement que c'est trop pour une seule personne à gérer. Il a couru dans la direction opposée, désespéré de trouver d'autres personnes avec qui faire équipe et se demandant où les aventuriers pourraient se rassembler. Y réfléchissant pendant un moment, il se souvient de sa vie antérieure où il y avait une base d'approvisionnement à cet étage. Étant donné que la base a été construite sur la grotte de terre rouge, dégager l'étage a été beaucoup plus facile. Pour une raison quelconque, ce n'était pas dans le fichier de promenade qu'il avait étudié quelques jours auparavant. À quelques mètres de la grotte et sans temps à perdre, il a sauté de la falaise et a rebondi sur un monstre grenouille pour atteindre sa destination. Il identifie le bon endroit, trouvant une couleur légèrement différente des autres. Voulant attirer leur attention, il a crié à propos d'une panique de monstres et a imploré leur aide. Cependant, aucune réponse n'est venue. Puisque les sauterelles de la mort se rapprochaient rapidement, c'était une urgence, et il devait faire irruption avec ou sans leur permission. L'ouverture s'est ouverte avec son attaque, et dans l'obscurité se trouvait une vue choquante. Des humains étaient liés et bâillonnés, piégés dans une grotte sans lumière. Complètement retenus, un tas de visages confus et pleins d'espoir ont regardé Yuki. Approchant avec prudence, il demande s'il vient d'entrer accidentellement dans l'un de leurs étranges passe-temps. Il rejette profusément l'idée, ne voulant pas un tel malentendu. Puisque les choses sont exactement comme elles semblent être, l'aventurier sort sa lame et coupe les cordes qui les lient en un seul mouvement fluide. Libérés de leur chaîne, les captifs l'ont remercié, ayant pensé qu'ils étaient déjà finis. Avec son incitation, il partage qu'ils ont été attaqués par des rampants et assommés par des objets d'état anormaux. De plus, le fait qu'ils n'aient pas été tués signifie qu'ils étaient censés être vendus. Pour résumer, ils étaient à l'intérieur d'un repère de rampants utilisés pour le trafic d'êtres humains. Il se demande ce qui n'a pas fonctionné, se souvenant clairement qu'il était censé s'agir d'une base de guilde. Finalement, il se rend compte qu'il aurait pu y arriver avant qu'il ne soit rénové et réaménagé. Dans un avenir proche, l'autorité publique est censée capturer des rampants dans la région et finit par transformer le repère en un camp d'approvisionnement pour les aventuriers. Maintenant, il a fini par le trouver avant que tout cela n'ait lieu. Il est compréhensible qu'il ait été confus puisqu'il a passé la plupart de son temps à monter de niveau avec des slims. Le sens du temps du vieil homme était décalé d'environ 10 ans, mais cela peut être un problème pour plus tard. Il a un problème différent maintenant. La situation actuelle est inattendue, mais il doit se contenter de la main-d'œuvre disponible. Disant qu'il comprend la situation, Yuki s'excuse pour le caractère brusque de sa demande et leur demande d'écouter. Il pointe vers l'extérieur et leur parle de l'essaim de sauterelles de la mort qui approche rapidement. Même de loin, l'essaim semblait infini et couvrait pratiquement tout le ciel. Sortant pour regarder, les captifs n'arrivaient pas à y croire car les insectes ressemblaient à un énorme nuage noir. C'était une panique de monstres, mais même cela était trop mauvais pour être vrai. Comme ils pouvaient le voir, la situation était urgente et ils n'avaient pas assez de temps. S'ils voulaient survivre, la seule option était de coopérer avec Yuki. Ils regardent avec confusion et scepticisme. Bien que ce soit un nombre dont ils ne peuvent pas fuir, il est essentiellement impossible de riposter sans leur équipement.
Toutes leurs affaires ont été prises par les rampants quand ils ont été assommés. Heureusement, de telles questions ne posent aucun problème à l'aventurier qui a tellement d'armes et d'armures qu'elles ne font que pourrir dans son stockage. Invités à utiliser tout ce qu'ils veulent, les autres ont regardé sous le choc les objets pleuvoir. Yuki propose même de transférer la propriété de ceux qu'ils choisissent. L'offre est incroyable car la collection était composée d'articles de premier ordre de l'étage et étaient tous des butins rares que tout le monde ne peut pas se procurer. Regardant l'aventurier impassible, il commence à se demander qui il est puisqu'il ne l'avait même jamais vu apparaître dans les classements auparavant. Laissant tomber cela pour l'instant, il commence à choisir les objets qu'ils vont utiliser. Alors que certains apprécient les armes qu'ils choisissent, d'autres donnent la priorité à l'armure à mettre sur leur corps. Quoi qu'il en soit, toutes les choses là-bas vaudraient une fortune si elles étaient vendues. Il demande à nouveau s'ils peuvent vraiment tout prendre. Yuki intervient, disant qu'il ne les forcera pas à faire quelque chose en échange, mais demande s'il lui permettrait de prendre le commandement de l'opération. Ce n'est même plus une question après qu'il leur ait sauvé la vie et les ait inondés d'un équipement inestimable. Avec cela, tout le monde l'accepte comme leur chef pour l'instant, ne voulant pas se laisser être la proie d'une panique de monstres. Il a demandé de la coopération en premier lieu, mais Yuki a trouvé leur accueil surprenant, surtout après avoir passé sa vie antérieure isolée et repoussé comme un moucheron inutile. Il s'incline en signe de gratitude, se sentant respecté pour la première fois. Après cela, il se tient droit avec une nouvelle détermination. Le plan est de profiter de l'ouverture étroite de la grotte. Avec cela, un goulot d'étranglement se formera, et il n'aurait qu'à combattre quelques ennemis à la fois. Le but est de travailler à réduire leur nombre jusqu'à ce qu'ils puissent réussir à affronter le reste. Son nouveau coéquipier hoche la tête, comprenant, et il est enfin temps pour la bataille. Ensemble, ils affrontent l'inconcevable essaim d'ennemis, tailladant, tirant et frappant tous les insectes en vue. Le groupe d'aventuriers a réduit l'énorme horde de sauterelles de la mort qui chargeait. Bien qu'ils aient déjà réussi à en abattre plusieurs, le nombre considérable en a laissé beaucoup d'autres encombrer l'entrée. Incapables de faire passer tout le monde par la petite ouverture, ils se sont perchés sur la montagne et ont commencé à ronger les murs durs. D'autre part, le trou principal était inondé, laissant les aventuriers aux prises avec l'assaut. Ils ont tous fait de leur mieux pour les repousser, mais les choses ne fonctionnaient pas, et les choses tourneraient bientôt au vinaigre. À ce rythme, les arrêter serait impossible. À ce moment-là, le plafond a commencé à s'effondrer et à s'émietter, laissant des trous béants au-dessus. Tout le monde se replie en sécurité, en prenant soin de ne pas rompre la formation. Assez tôt, toute la zone s'effondre et les monstres se précipitent rapidement à l'attaque. La montagne était en train d'être déchirée, et s'ils ne faisaient rien, ils seraient les prochains. En regardant autour de lui, Yuki réalise que la zone elle-même était une mine instable et abandonnée. Des tas de dynamite inutilisés jonchent le sol. Les explosifs pourraient avoir été laissés là, car les rampants avaient l'intention d'agrandir leur base. Avec le bon plan, ils devraient être capables de l'utiliser pour se débarrasser des ennemis. Prenant le premier tas de dynamite brute, il dit aux autres de trouver et de récupérer les autres. Certains doutent de l'efficacité de ce qu'il prévoit de faire, mais tous suivent ses ordres malgré tout. Le groupe s'est battu désespérément contre les sauteurs, les repoussant et se retirant si nécessaire. Cela a duré plusieurs heures, et environ 2/3 des montagnes triangles ont été détruites. Cependant, l'horreur a continué à attaquer, sans relâche malgré tous leurs efforts. Les monstres ont finalement réussi à les coincer alors que leur endurance diminuait et que les murs étaient sur le point de s'effondrer complètement. Yuki regarde par-dessus la falaise. Maintenant que nous en sommes là, il appelle tout le monde et leur dit de lui remettre toute la dynamite. Ils font ce qu'on leur dit, mais doutent qu'il en est assez pour tous les vaincre. En d'autres termes, ce sera comme verser des gouttes d'eau sur une pierre chaude. Attrapant les explosifs, il dit qu'il va faire exploser la falaise et enterrer tous les ennemis à la place. Les monstres avec une faible intelligence ciblent généralement ceux qui représentent une plus grande menace. Puisqu'il a tué le plus grand nombre de leurs semblables parmi leur groupe, la cible sera sans aucun doute lui. Un trou s'est ouvert au-dessus du plafond, et tout le monde a couru pour esquiver les rochers qui tombaient. Ils ont demandé s'il prévoyait d'entraîner les sauteurs avec lui, sachant que les guerriers ne peuvent même pas activer les explosifs. Ne répondant pas directement, il leur dit de lui faire confiance. Restant immobile près de la falaise, Ukei a attiré tous les sauteurs vers lui. Pour lui, il y a des moments dans la vie où il faut inévitablement prendre des risques. Puisqu'il semble que ce soit le moment, il active la dynamite et se jette dans le gouffre tout en maudissant les insectes avec un sourire. À ce moment-là, le système avertit que la probabilité de détonation est faible en raison de sa classe. Il le sait déjà, mais a foi en la puissance de sa valeur de chance. Un autre avertissement, maintenant concernant la qualité de l'objet, ce qui diminue encore plus la probabilité de détonation. Sa chance se manifeste et active la dynamite malgré tout. L'explosion est énorme, et bien que tous les insectes ne soient pas tués, ils sont suffisamment endommagés pour tomber dans le gouffre avec lui. Il heurte les murs et les rochers. Pendant ce temps, le visage de Yuki était complètement concentré alors qu'il cherchait un moyen de remonter immédiatement. Il a sauté de pierre en pierre, se frayant lentement mais habilement un chemin vers la surface. Il a même coupé un énorme rocher bloquant son chemin, mais ce qui a volé au-dessus de lui était un dernier sauteur,
qui a refusé de tomber dans ses pièges. Le voyant grogner sur lui, Yuki a pointé sa lame pour mettre fin aux choses. Avec une attaque de piqûre d'abeille, il perd son énorme corps et frappe un autre coup critique. Cependant, la conséquence de la rencontre est que tout son élan a été tué. Maintenant, le jeune homme était à court, incapable de remonter à la falaise. Il fait de son mieux, enfonçant même sa lame dans le mur pour arrêter sa chute. Malheureusement, la structure est trop faible et lâche sa lame. Yuki tombait. Malgré tous ses efforts, il allait échouer. À ce moment-là, il voit une corde se diriger vers lui et voici un ordre de l'attraper rapidement. Alors qu'elle s'accrochait autour de son bras, il a serré fermement l'attache et les aventuriers l'ont retiré de l'autre côté. Le soleil se couchait, et ils ont regardé l'épave laissée par la bataille intimidante et épuisante. La panique s'est calmée, et les sauteurs étaient tous enterrés dans le gouffre. En fin de compte, il semble qu'il ait gagné le pari après tout. Compte tenu de l'ampleur de l'attaque, c'est un miracle qu'il n'y ait pas eu de victimes. Alors qu'il célébrait la conclusion incroyable de tout cela, le système a sonné, accordant à Yuki le titre d'exterminateur en raison de son exploit de tuer un grand nombre de monstres de type insecte. De plus, il a gagné plusieurs niveaux et a appris une nouvelle compétence, l'intuition du guerrier. Kido fait tomber ses affaires, incapable de croire que Yuki a complètement arrêté la panique des monstres. Pour aggraver les choses, il a même écrasé Shinoji. À ce rythme, les échecs du chef de gang vont le faire tuer par ceux d'en haut, et tout cela à cause du jeune aventurier qui n'arrête pas de les contrarier. Après avoir bu un verre d'alcool, il brise la bouteille sur le mur et jure de tuer l'homme dans un accès de rage. Il est bouillant de colère, même prêt à y engager sa vie. Yuki était de retour à la guilde et pouvait sentir les gens parler et regarder. Depuis l'incident, il est devenu beaucoup plus célèbre, et même la réceptionniste le reconnaissait constamment. Certains l'appellent le broyeur de montagne qui continue de sauver de plus en plus de personnes. Sa réputation s'est tellement répandue que d'autres ont essayé de les recruter dans leur groupe. Il décline toutes les offres avec des excuses, disant qu'il avait d'autres choses à faire. Se faire des compagnons n'était pas quelque chose qu'il pouvait faire maintenant. Après tout, cela ne ferait que rendre son objectif d'obtenir l'élixir un peu plus difficile à atteindre. La distribution des récompenses dans les batailles de groupe est aléatoire, ce qui signifie que le drop pourrait aller à quelqu'un d'autre. De plus, la rareté des objets drop des autres est faible par rapport à la sienne. Cela confirme au moins que sa chance n'est pas omnipotente après tout. Cela étant dit, il est déjà habitué à l'aventure en solo, et il ne servait à rien de changer cela maintenant. De retour chez lui, il est accueilli par une somptueuse et abondante variété de nourriture. Joignant ses mains, il remercie tout le monde pour le repas. Les dames font de même, et elles prennent leur repas comme une grande et heureuse famille. Le porc a un goût nostalgique, et même s'ils étaient pauvres, ils n'ont jamais manqué les célébrations spéciales. Nomi dit qu'il est incroyable qu'il défie le 20e étage si tôt. Ayant entendu parler de la difficulté de cet étage, ils ne peuvent s'empêcher de s'inquiéter pour sa sécurité. De plus, seulement environ 15% des personnes sont capables de conquérir cet étage. Yuki leur assure que tout ira bien, ajoutant qu'il a déjà accompli tant de choses. Sa mère est heureuse qu'il fasse du bien au monde là-bas, mais cela lui fait mal de le voir se pousser autant tout le temps. Ce n'est pas quelque chose qu'un parent veut voir. Ces mots le frappent, et il se souvient de la vue de son corps sans vie de sa vie passée. Avec un sourire, le fils fait valoir qu'aucun enfant ne veut non plus voir ses parents en mauvaise santé. Elle essaie de discuter, mais Nomi sait qu'il ne sert à rien de discuter avec son frère têtu. Une fois qu'il a décidé de quelque chose, même un levier ne pourrait pas le faire bouger. La mère soupire de résignation et dit qu'une partie de lui est tout comme son père. Quoi qu'il en soit, il n'y a pas lieu de s'inquiéter pour lui car il fait tout cela parce qu'il le veut. Il n'a pas pu sauver sa mère dans sa vie passée, et se fait lui percer constamment le cœur comme un pieu. Pour effacer ce passé et vraiment recommencer une nouvelle vie, obtenir l'élixir est non négociable. Terminant son repas, il les remercie à nouveau. Assez tôt, Yuki trottait dans le donjon et était arrivé au 20e étage. Poussant à travers, il rencontre un groupe d'automates humanoïdes. Tous les monstres de cet étage étaient inorganiques, alors il les a dépassés, les éliminant aussi vite qu'il le pouvait. Après tout, les tueurs sans cœur et insensibles sont une énorme menace. Un couple de gargouilles ont pris vie et ont plongé pour attaquer d'en haut. Inversement, ces êtres ont une façon de penser systématique, ce qui les rend faciles à lire. Voyant un rayon rouge dans l'obscurité, il s'arrête net et fait face à un grand golem dont les pas font trembler le sol sous eux. S'il analyse suffisamment bien leur schéma, vaincre de telles créatures serait garanti. Comme prévu, l'ennemi a attaqué à plusieurs reprises, et il a facilement trouvé le schéma à esquiver. Avec une contre-attaque rapide, l'aventurier frappe et brise le noyau. Juste comme ça, il a rapidement dépassé le reste des obstacles sur son chemin, et s'est retrouvé devant d'énormes portes. Comme il était temps d'y aller, Yuki a mis les deux mains en position pour marquer le début de sa nouvelle vie. Yuki se tient devant la porte de la salle du boss, attendant intensément qu'elle s'ouvre lentement. Il entre, révélant une grande salle avec un cercle magique dessiné en son centre. La porte se referme bruyamment derrière lui, mais toute l'attention de Yuki est au centre de la pièce. Le cercle brille et fait apparaître un grand golem géant lourdement armuré. Chaque fissure de son corps indique qu'il s'agit d'un ennemi fort et ancien.
L'unique œil du golem ancien brille, signalant qu'il est éveillé. Yuki court vers le boss tout en analysant qu'il est à la fois résistant et fort. Alors qu'il esquive ses coups, il analyse que sa vitesse n'est qu'ordinaire. Il parvient à atteindre l'une de ses épaules et à la frapper avec son épée. Son plan est de profiter de sa lenteur pour le grignoter jusqu'à ce qu'il atteigne son point faible, son cœur. Pendant ce temps, Kito est juste derrière la porte d'entrée, jetant un coup d'œil à la bataille avec un immense sourire sur son visage. Soudain, le cercle magique dans la pièce brille, faisant apparaître un autre golem. Yuki est déconcerté et confus par l'apparition d'un autre boss. Il regarde la porte, soupçonnant qu'il doit y avoir un intrus qui a mis cela en place. Cependant, peu importe ses efforts, il ne sent personne. Il fait face à la bataille, pensant que ce doit être son erreur de débutant de ne pas être prêt pour deux boss. Soudain, un poignard est lancé vers lui. Avec son instinct rapide, il parvient à le parer avec son épée. Cela lui signale que quelqu'un tire les ficelles pour que cela se produise. Pendant ce temps, Kido est derrière un pilier, frustré de ne pas avoir atteint Yuki malgré ce revers. Il est confiant qu'il a toujours l'avantage. Il se souvient avoir fait des recherches sur l'ancien golem et avoir jugé Yuki comme un idiot, car le site web de l'aventurier lui disait qu'il fallait généralement 4 personnes pour le vaincre. Il a mis en place le plan d'entrée délibérément dans la salle du boss pour faire apparaître le deuxième golem. Il était confiant qu'il ne serait pas vu par le boss ou Yuki en raison de ses statistiques élevées en tant que voleur. Il court vers le deuxième golem en cachant sa présence, puis l'exaspère en lui lançant un poignard. Après s'être caché à nouveau derrière un pilier, le deuxième golem approche Yuki avec une intention meurtrière. Kido est derrière le pilier, souriant à son plan et confiant qu'il ne sera jamais découvert grâce à sa cape d'invisibilité. Les deux golems attaquent Yuki, et pendant tout ce temps, Kido conclut que cette bataille est en réalité un 3 contre 1. Continue ses manigances en mettant du poison sur son poignard puis en le lançant sur Yuki. Bien que l'homme ne regarde pas derrière lui, le poignard ne le griffe que. L'effet du poison échoue, faisant penser à Kido que l'homme doit cacher un équipement anti-poison. Sa confiance n'est pas ébranlée alors qu'il continue à mettre des centaines de petits pics sur le sol. Il ajoute ensuite des centaines de boules tirant des aiguilles. Il attache du fil barbelé entre les piliers qui s'électrifient au toucher. Il jette même une cartouche de gaz toxique. Le voleur continue à sourire, pensant que ce n'est qu'une question de temps avant que le boss n'achève Yuki. Il grimpe au plafond où il se détend en regardant le combat. Kido se met en alerte quand il voit que Yuki le regarde. L'homme lui demande s'il est déjà à court de tours. Il est choqué, incapable de comprendre comment il l'a découvert. Yuki ramasse son poignard sur le sol et le lui renvoie. Kido le repousse. Yuki lui dit qu'il l'a trouvé en utilisant la compétence d'intuition du guerrier. Kido pense qu'il se moque de lui car il ne voit pas comment une compétence de si bas niveau peut trouver un voleur de haut niveau comme lui. Yuki demande s'il va s'enfuir maintenant. Ces moqueries mettent en colère le voleur qui retire sa cape d'invisibilité et saute sur le champ de bataille avec 2 poignards dans les 2 mains en criant qu'il est meilleur que lui. Yuki bloque puis le repousse. L'homme répond que seul le vainqueur de la bataille peut dire cela. Kido continue de penser que Yuki mentait quand il a dit qu'il l'avait trouvé avec l'intuition du guerrier, et cela ne fait que le frustrer. Yuki revoit qu'il ne mentait pas et dit au lecteur que l'intuition du guerrier est une compétence qui détecte le danger dans l'environnement de l'utilisateur, mais que les chances de l'activer sont faibles. Yuki sourit à la pensée que la probabilité est inutile quand il s'agit de lui. De son point de vue, chaque piège tendu par le voleur peut être vu aussi brillant que des étoiles. Kito charge sur lui jusqu'à ce qu'il croise leurs lames. À chaque coup, le voleur se vante qu'il est plus élevé que lui en agilité et en précision. Il parvient à couper le bras de Yuki, mais le poison paralysant sur l'épée n'entre pas en vigueur. Pourtant, Kito complimente Yuki pour s'être préparé pour lui. Yuki saute vers l'un des golems et l'utilise comme point d'appui pour sauter derrière Kito. Le voleur esquive son coup. Yuki enchaîne avec une poussée d'épée connue sous le nom de piqûre d'abeille. Bien qu'il sache que c'est un coup garanti, Kito rit. Il utilise la compétence connue sous le nom de danse du papillon, faisant une esquive, tandis qu'un double fantôme prend le coup à sa place. Kito réapparaît derrière Yuki. Le voleur se précipite à nouveau vers lui et parvient à blesser sa jambe. Kito déclare qu'un guerrier lent comme lui ne pourra jamais le rattraper. Pendant ce temps, le golem derrière Yuki alimente son œil. Il le bombarde avec un faisceau laser qu'il esquive à peine. Encore une fois, Kito attaque Yuki. Le boss frappe également le voleur, mais il peut les esquiver sans même les regarder. Il se vante que tant qu'il a déjà toutes les informations sur le 20e étage, rien ne peut l'empêcher d'atteindre Yuki. Leur croisement de lames continue. Finalement, Yuki marche sur l'un des pics de Kito et se retrouve coincé contre un mur. Kito fait un double mouvement de tranche d'épée qui devient un projectile coupant l'air vers Yuki. Il le bloque, mais cela le rapproche également du mur jusqu'à ce qu'il s'y écrase. L'impact lui fait lâcher son épée. Kito s'approche de lui et l'avertit que c'est sa fin. Alors que les épées se rapprochent, Ukei a l'air effrayé. Soudain, Yuki sourit et lui dit qu'il plaisantait seulement. Il appuie sur l'une des briques du mur, activant un sort qui emprisonne Kido dans une sphère de lumière en lévitation. Yuki lui dit qu'il a sous-estimé le 20e niveau. Les informations qu'ils connaissent à ce sujet ne s'appliquent qu'aux circonstances normales où personne ne se faufile dans la salle d'un boss alors qu'un autre y est déjà. Pendant que les golems essaient de frapper Yuki,
Il esquive tout en expliquant à Quito que les bosses et les pièges dans la pièce ont changé à cause de son intervention. Il se moque du voleur pour ne pas avoir été assez perspicace pour repérer les nouveaux pièges. Pendant ce temps, les deux golins se rapprochent de Quito. Ils le frappent alors qu'il est incapable de bouger. Alors qu'il est allongé sur le sol, l'un d'eux le soulève puis le claque à nouveau au sol. Même dans son état affaibli, la pensée qu'un guerrier de Baran comme Yuki ait pu détecter un piège qu'un voleur comme lui n'a pas pu le trouble. Yuki répond qu'il lui a dit dès le début qu'il utilisait l'intuition du guerrier. Kido essaie de bouger, mais n'en a pas la force. Yuki lui dit de rester tranquille et l'avertit que s'il est encore en vie après avoir battu le boss, il l'emmènera à la police. Pourtant, le voleur essaie de se lever. Il crie qu'il va l'entraîner en enfer avec lui. Kido porte de la dynamite sur tout son corps. Une fenêtre graphique apparaît pour demander à Kido s'il va utiliser la dynamite. Il appuie sur oui, provoquant une énorme explosion. L'explosion brise le sol, le faisant s'effondrer. Yuki tombe dans le trou en dessous. Il heurte l'étage suivant où il est allongé dans la douleur. Yuki lève les yeux pour voir de quelle hauteur il est tombé. Il s'émerveille de voir qu'il s'avère qu'il y a une pièce cachée que personne ne connaît. Soudain, le golem saute et le coince de face et de dos. Derrière le golem devant lui, Yuki aperçoit un objet brillant. En regardant de près, il réalise que c'est un coffre au trésor. Cela lui fait réaliser qu'il est dans une salle au trésor caché. Yuki observe que la pièce est trop exiguë pour qu'il puisse échapper aux attaques du golem. Il parie son destin sur le contenu du coffre au trésor. Rapidement, il court vers lui. Le golem essaie de le frapper, mais il l'évite. Il réussit à sauter vers le coffre au trésor. Avant qu'il ne puisse l'atteindre, le golem le dévie de sa trajectoire avec un coup de coude, le projetant contre un mur. Yuki essaie de se relever, soulagé que sa colonne vertébrale ne soit pas brisée. Avant qu'il ne puisse bouger, le bras géant du golem est sur le point de le frapper d'en haut. Il essaie d'esquiver, mais il le frappe quand même aux jambes. L'agonie est trop forte pour qu'il puisse la supporter. Il est laissé au sol avec les jambes aplaties. Pourtant, l'homme essaie de ramper. Il se dit de ne pas abandonner, peu importe la douleur atroce qu'il ressent. Encore une fois, le golem écrase ses jambes. Encore une fois, il ressent l'agonie. Il se souvient de sa vie passée et de la façon dont ce qu'il ressent maintenant n'est rien comparé à la douleur du désespoir qu'il ressentait à l'époque. Lentement, il se rapproche de la lueur du trésor. Il le touche et l'ouvre pour révéler un bracelet avec un joyau en son centre. L'homme sourit en reconnaissant le symbole sur le joyau. Il attrape le bracelet et le porte à son bras. Yuki sourit alors que le bracelet brille autour de son bras, sachant que c'est le bracelet de distorsion. Sa notification l'informe que c'est un objet rare qui permet à l'utilisateur de se téléporter. La fenêtre graphique demande s'il veut l'utiliser. Pendant ce temps, le golem prépare une autre frappe derrière lui. La fenêtre graphique avertit Yuki que sa profession n'est pas compatible avec l'outil magique, il n'a donc que 50% de chance de l'activer. Elle l'avertit également que son pouvoir magique n'est pas suffisant pour l'utiliser, ce qui met une probabilité d'activation à 35%. Pendant tout ce temps, le golem est sur le point de lui tomber dessus, le golem tombe. Soudain, la fenêtre graphique indique que la distorsion instantanément, Yuki réapparaît au-dessus du golem et le frappe en son cœur alors qu'il tombe. Sa détermination est toujours aussi forte lorsqu'il déclare qu'il va gagner. Le golem se relève en utilisant un faisceau laser pour se pousser du sol. Yuki admet que ses ennemis sont coriaces. Il ne se décourage pas et active à nouveau son bracelet de distorsion, se transférant d'un golem à l'autre. Juste au moment où il le frappe à l'œil, le golem se lève, faisant perdre l'équilibre à Yuki. Il voit que l'autre golem derrière lui est sur le point de le frapper. Il se téléporte derrière lui. Le golem essaie de le frapper à nouveau, mais il se téléporte pour esquiver à nouveau. Cette fois, Yuki apparaît devant l'autre golem et perce son cœur brillant. Il se téléporte à nouveau, cette fois réapparaissant derrière l'autre golem où il le frappe en son cœur. Le cœur se fissure. Encore une fois, il se téléporte en craquant le cœur de l'autre golem aussi. Encore et encore, il se téléporte en répétant le même schéma. Puis il se téléporte devant les deux golems. Il déclare qu'il va tout miser sur ce mouvement. Les deux golems se précipitent vers lui en même temps. Juste au moment où leurs coups de poing sont sur le point de le frapper, il se téléporte hors du chemin. Les deux golems se frappent l'un l'autre en conséquence, dont l'impact fissure davantage leur cœur. Yuki réapparaît derrière l'un des golems. Il fait confiance à son épée, brisant complètement son cœur. Il se téléporte ensuite devant l'autre golem, puis tranche son cœur, le brisant également en morceaux. Avec les deux ennemis brisés, Yuki tombe au sol. La notification du bracelet de distorsion lui indique qu'il a utilisé la limite de l'appareil. Alors qu'il est immobile, le graphique l'informe qu'il vient de vaincre les golems et a été récompensé par un objet de rang L, un élixir. 2 bouteilles d'élixir tombent d'en haut comme une divinité. Il ouvre et boit l'une des bouteilles. Avec cela, son corps brille d'une énergie verte. Lentement, il sent toutes ses blessures se guérir. Une fois que tout est terminé, l'homme se couche à nouveau pour se reposer. Il regarde vers le haut la lueur de la lumière de la pièce du boss en paix. Il regarde ensuite la dernière bouteille d'élixir dans sa main avec un soupir de soulagement. Son graphique l'informe qu'il se verra accorder un nouveau titre. Il se voit attribuer les titres de survivant, de double tueur de géants en solo et de défenseur de la justice.
Tous les titres ajoutent plus de points à ses statistiques globales. Yuki met l'élixir dans son stockage d'objets. Le simple fait de voir l'élixir sur sa liste lui met un sourire sur le visage. Avec plusieurs sauts, il grimpe jusqu'à atteindre la pièce du boss. Là, il voit la cape d'invisibilité de Kido toujours sur le sol. Il la ramasse et se demande s'il peut l'utiliser comme preuve du crime des voleurs. Il marche ensuite vers la porte et la pousse pour l'ouvrir. Le simple fait de voir la lumière de l'extérieur lui donne l'impression que tout ira bien. Yuki retourne plus tard à la guilde où il rapporte tout. Il montre à la réceptionniste la cape d'invisibilité, ce qui la choque au point de courir vers son superviseur. Plus tard, le superviseur apparaît pour demander à Yuki s'ils peuvent l'interroger. Avec l'élixir dans sa main, il a l'impression de ne pas avoir le temps. Yuki s'excuse et lui dit qu'il a des affaires urgentes à régler. Il court dans les rues pour arriver chez sa mère le plus vite possible. Il est tellement pressé qu'il ne remarque pas que les gens parlent de lui et qu'un panneau d'affichage juste au-dessus de lui présente les nouvelles qui montrent son visage dans son temps record de vaincre le boss du 20e étage tout seul. Finalement, il atteint l'immeuble d'appartement. En ouvrant la porte de sa maison, il est chaleureusement accueilli par les femmes de sa famille. Yuki les salue avec un sourire et leur dit qu'il est de retour. Plus tard, la famille se rend à l'hôpital où un médecin leur dit que leur examen de la mère a déjà des résultats. La famille est au bord de son siège, attendant que le médecin s'exprime à ce sujet. Le médecin les informe finalement que la maladie de leur mère a été complètement guérie. Nomi serre instantanément sa mère dans ses bras et lui dit à quel point elle est contente. Leur mère remercie Yuki pour tout ce qu'il a fait pour elle. Yuki répond avec des larmes dans les yeux en remerciant d'avoir élevé. Il se souvient qu'il a toujours désiré dire cela à sa mère. Le vieil homme en lui a l'impression qu'il a accompli quelque chose qu'il ne pouvait pas faire auparavant. Nomi rappelle à son frère qu'il est toujours devant le médecin, et qu'il devrait dire ces choses pour quand ils rentreront à la maison. Alors qu'elle essuie ses larmes, Nomi demande qu'il fasse très attention à son environnement. Soudain, le temps s'arrête. De l'extérieur de la fenêtre traque l'ombre d'une personne. Cette personne entre par la fenêtre. Il se révèle être un homme blond avec une armure royale et un manteau rouge. Il montre de la tristesse qu'il est sur le point de briser une famille. Il s'approche de Nomi immobile, espérant que ce qu'il est sur le point de lui faire sera un jour accepté par ses proches. Il parle de la façon dont ils penseront qu'elle a eu une crise cardiaque. Avec une intention de tuer, cet homme essaie de la frapper. Soudain, Yuki bloque son attaque avec son épée. Il exige de savoir ce que l'homme essaie de faire. Yuki réalise alors qu'il est le héros. Il se souvient qu'il est l'aventurier le plus fort avec un classement de numéro 1. Se rappelant l'avenir, il comprend qu'il est destiné à être le sauveur du monde contre les armées de monstres. Le héros se présente nonchalamment comme Owen comme s'il n'avait pas essayé de tuer sa sœur. L'homme lui montre son badge pour confirmer qu'il est bien le héros. Yuki lui demande pourquoi le héros attaquerait sa sœur. Owen lui demande plutôt comment il est capable de se déplacer dans le vide. Yuki se sent vu lorsque l'homme révèle que seuls ceux qui sont capables de se déplacer dans le vide sont ceux qui ont déjà expérimenté la mort. Owen lui demande s'il est un régresseur. Yuki demande à Owen si sa question signifie qu'il vit aussi sa seconde vie. Le héros est heureux de voir qu'il comprend et est soulagé que cela simplifiera les explications. Owen explique qu'il essaie d'éliminer le risque qui mènera à la destruction du monde. Yuki exige de savoir ce que sa sœur, Nomi, a à voir avec ça. Owen explique que les effets négatifs qu'elle imprégnera à son mari provoqueront une réaction en chaîne à la fin de leur monde. Qui se souvient du mari dont il parle? Owen continue en disant que le mari qu'elle aura est une personne très importante. Une fois que leur mariage s'effondrera, l'homme sera plongé dans la dépression, et ses actions seront une cause directe de la destruction du monde par des armées de monstres. On veut éliminer sa sœur avant que tout cela n'arrive. Il demande avec un visage joyeux s'il est satisfait de son explication. Yuki rétorque qu'il a déjà changé le passé lorsqu'il a guéri sa mère de sa maladie. Il explique que cela signifie que le futur travail de Nomi la nuit pour payer les frais médicaux de leur mère ne peut plus se produire. Cela signifie également qu'il n'aura jamais l'occasion de rencontrer son futur mari. Il insiste sur le fait qu'il n'est pas nécessaire que le héros tue Nomi. Owen admet qu'il pourrait avoir raison, mais a toujours des doutes. Le héros dégaine son épée et déclare qu'il la tuera quand même pour s'assurer de la sécurité du monde. Yuki répond qu'il ne le laissera jamais tuer sa sœur. Owen trouve cela troublant s'il doit aussi le tuer car il ne veut pas causer de pertes inutiles. Il a une idée. Il veut que Yuki se batte avec lui, afin que l'homme puisse prouver que sa théorie est possible. Yuki demande pourquoi cela doit se terminer par un combat. Le héros répond qu'il veut savoir s'il est spécial d'une manière qui justifie qu'il prenne un risque. Yuki pense qu'il le regarde de haut. Owen s'excuse, mais montre ses statistiques maximales pour montrer qu'il est vraiment au-dessus de lui à tous les niveaux. Yuki est choqué de voir comment chacune de ses compétences est à 3000. Owen lui dit qu'il est comme ça parce qu'il faut être puissant pour protéger qui que ce soit. Le héros lève son épée et lui demande de choisir entre se battre ou laisser mourir sa sœur. Yuki réfléchit à ses options et s'il peut utiliser le bracelet de distorsion pour échapper à sa famille à la place. Il se rend compte qu'Owen va juste les poursuivre, qu'il s'échappe ou non. Yuki répond qu'il va le combattre. Le héros élève son esprit. Owen abaisse les enjeux en ne lui demandant pas de gagner contre lui. Au lieu de cela, il explique que la règle est que Yuki survive au combat contre lui pendant 10 minutes, juste au moment où l'effet du vide se termine. Yuki demande s'ils vont se battre là où ils sont.
Owen répond qu'ils ne peuvent pas détruire l'hôpital, alors il saute par la fenêtre pour se déplacer vers un autre endroit. Yuki regarde sa sœur pour la dernière fois, puis saute par la fenêtre aussi avec la résolution de la protéger quoi qu'il arrive. Yuki et Owen se rendent dans l'immense champ extérieur pour leur bataille. Owen propose joyeusement de commencer la première attaque. Avec un claquement de doigts, de multiples cercles magiques apparaissent autour de lui avec des couleurs différentes qui symbolisent les éléments qui le représentent. Tous ces cercles tirent des éléments sur Yuki tous en même temps. Il réussit à esquiver et à bloquer chaque élément. Owen enchaîne en matérialisant 2 clones de contrats de lumière pour lui-même. Il se précipite vers Yuki avec ses clones de lumière qui le soutiennent. Yuki contre en invoquant 2 poupées de substitution. Le vrai Owen croise le fer avec lui tandis que les clones de lumière attaquent les poupées. Le héros le félicite pour ses préparatifs, mais l'avertit qu'il ne peut pas gagner en se défendant simplement contre lui. Yuki est d'accord et matérialise son bâton magique. Il active le sort de haut niveau d'une boule de feu géante. Elle frappe Owen et explose. Yuki espère qu'au moins son ennemi a été endommagé par cela. Le héros sort de la fumée sans une égratignure. Owen réalise que si sa capacité de seconde vie est une barrière de vide, son ennemi a de la chance. En regardant le héros, Yuki voit que sa boule de feu n'a détruit que ses clones de lumière. Il complimente le héros pour avoir vu clair en lui. Owen répond qu'il réalise sa capacité grâce à ses récentes réalisations et actions. Le héros lui dit sa conviction que la chance fait aussi partie des capacités de chacun. Il l'avertit cependant qu'il y a des choses dans ce monde que la chance seule ne peut pas gérer. Le héros invoque à nouveau tous ses cercles magiques. Il déclare qu'il est le défi que sa chance ne peut pas résoudre. Des éléments du héros apparaissent des créatures élémentaires. Yuki lui avoue qu'il ne peut pas le gérer avec seulement de la chance et ne voit qu'un seul avantage qu'il peut exploiter. Il se souvient du statut de héros quand il le lui a montré plus tôt. Alors que toutes ses autres compétences étaient au maximum, sa barre de chance était à 0. Il n'a aucune honte à exploiter son manque de chance si cela signifie protéger sa famille. Il se souvient de la mort de sa mère et du terrible mariage de sa sœur et déclare qu'il n'y a rien qu'il ne ferait pas si cela signifiait protéger sa famille. Pendant ce temps, on ordonne à ces créatures élémentaires d'attaquer Yuki, qui déchaînent tout leur pouvoir sur l'homme. Yuki reste calme et matérialise son bracelet de distorsion. Il active son bracelet malgré un avertissement graphique lui indiquant qu'il a une faible probabilité de l'utiliser avec succès. Il tient bon alors que les éléments approchent. Le graphique lui indique que la distorsion a réussi. Il disparaît à la dernière seconde. Les éléments sont sur le point de l'atteindre. Yuki réapparaît sur une route au sommet d'une voiture. Owen et ses élémentaires le suivent. Le héros plane au-dessus de lui pour montrer qu'il peut voler n'importe où pour suivre où il se téléporte. Yuki saute de la voiture et dit qu'ils vont continuer le combat ici, où il y a tellement de monde autour. Il dit au héros que s'il le teste, il devra le tester aussi. Il s'attend à ce qu'en tant que héros, il ne blesse pas les innocents autour d'eux. Owen trouve sa stratégie intéressante. Il admet qu'en tant que héros qui protège tout le monde, il ne fera pas de victimes parmi les innocents. Owen claque des doigts, faisant disparaître ses créatures élémentaires. Il fait également disparaître son épée pour éviter de la balancer dans la mauvaise direction. Le héros matérialise des lances géantes faites de lumière et dit à l'adversaire qu'il n'est toujours pas assez handicapé. Yuki sort son épée puis matérialise un bouclier à partir de sa liste de stockage. Owen lui dit qu'il a affronté de nombreux adversaires qui utilisent des civils comme bouclier. Il tire sa lumière et tous essaient de suivre Yuki et d'éviter tous les civils. L'une atteint Yuki, mais il la part avec son bouclier. La lance frappe à la place une conduite de gaz qui pulvérise du gaz. Owen marche pour trouver Yuki tout en parlant de monstres et de rampants qui essaient d'utiliser des civils contre lui dans sa vie passée et comment ils sont devenus monnaie courante lorsque le monde était à sa fin. Il invoque la magie de la terre qui suit Yuki dans l'allée, l'exposant. Yuki s'enfuit en répondant qu'il a passé ces mêmes jours enfermé dans des donjons, que la surface n'était qu'un endroit pour se procurer de la nourriture et des fournitures de temps en temps. Où que Yuki aille, Owen le repère. Le héros charge après lui en demandant qu'il parle de leur vie. Yuki se glisse sous le camion à côté de lui pour éviter son coup de poing. Il dit au héros que sa vie passée était triste. Owen le frappe sous le camion en lui disant qu'il aurait dû apprécier davantage le ciel bleu. Yuki bloque le coup de pied avec son bouclier, mais il est si puissant qu'il l'envoie hors du camion et le projette contre le mur d'un bâtiment. Il se lève et dit au héros qu'il est plutôt du genre à rester à l'intérieur. Yuki attrape une planche à roulettes et s'éloigne du héros. Owen n'aime pas qu'il s'enfuit alors qu'il veut voir s'il peut lui prouver qu'il est spécial. Le héros invoque de multiples rayons de lumière qui bloquent le chemin de Yuki. Avec lui acculé, Owen se précipite vers lui avec un coup de poing prêt. Yuki voit un pilier à proximité à côté de lui. Il donne un coup de pied dedans, le faisant tomber. Il dit au héros qu'il est temps pour ses contre-attaques. Le pilier tombe lentement, ce qui rend Owen tendu. Il voit l'innocent spectateur derrière lui et choisit donc de l'attraper au lieu de l'éviter. Yuki applaudit sa démonstration de ne jamais abandonner les innocents. Owen admet qu'il l'a surpris. Yuki lui assure que ce n'est pas encore fini car il révèle que le pilier tombé a également cassé un fil électrique. Le fil se balance violemment jusqu'à ce qu'il provoque une étincelle au niveau du tuyau de gaz. Soudain, un bâtiment près d'eux explose. Owen ordonne à son élémentaire d'eau, indigne, de se rendre rapidement au bâtiment. La créature éclabousse de l'eau sur le feu.
Yuki lui dit en le taquinant qu'il ne met pas assez d'eau dessus. En quelques secondes, le feu se propage aux arbres sur la route. Les arbres tombent, laissant des fissures sur le sol qui se rassemblent et forment un trou géant qui est sur le point d'engloutir des véhicules et des personnes. Owen est dépassé. Il invoque ses élémentaires d'air et de terre, ainsi que des clones de lumière de lui-même pour atteindre autant de personnes que possible. Tous se dépêchent de sortir les gens du danger ou de les sortir des voitures. Yuki s'approche d'Owen et lui demande s'il l'a déjà oublié. Le héros ne le regarde même pas lorsqu'il lui dit qu'il a les mains pleines. Yuki admet qu'il n'a pas d'attaques qui peuvent l'endommager, seulement celles qui peuvent le perturber. Il utilise son bouclier pour foncer sur Owen, le poussant dans le trou. Le héros s'accroche au bord pour ne pas tomber. Pourtant, Yuki piétine le bord pour le casser. Owen s'écrase dans l'eau boueuse des égouts. Le héros montre son agacement envers lui. Yuki sort sa baguette magique, menaçant d'empirer les choses pour lui. Owen lève les mains et finit par se rendre. La bataille terminée, il s'assoit côte à côte pendant qu'Owen essuie l'eau des égouts sur lui. Il félicite Yuki d'avoir utilisé sa malchance contre lui. Pourtant, il se demande comment il a pu déclencher autant d'accidents d'affilée. Il se rend compte que Yuki s'est souvenu des endroits où des accidents se sont produits dans sa vie antérieure. Yuki l'admet et se souvient de lui honorant les accidents. Cela lui fait réaliser que les parties misérables de sa vie peuvent être utiles de temps en temps. Il demande au héros s'il a déjà vu suffisamment de preuves qu'il peut arrêter l'avenir concernant sa sœur. Owen applaudit et dit qu'il l'a fait. Cependant, il veut toujours que Yuki l'accompagne pendant un certain temps. Il explique que puisque la barrière du vide est sur le point de disparaître, il doit réparer les dommages aussi rapidement qu'il le peut avant que le temps ne recommence à s'écouler. Il veut que Yuki retourne à l'hôpital afin qu'il puisse prendre des contre-mesures contre la catastrophe née de la guérison. Yuki n'a aucune idée de ce dont il parle, et il n'a jamais entendu parler d'une telle catastrophe. Owen est choqué qu'il ne connaisse pas la catastrophe née de la guérison qui se produira à l'hôpital. Il suppose qu'il le saurait puisqu'il a également régressé comme lui, mais Yuki dit qu'il n'a aucune idée de ce que c'est. C'est tellement impossible pour Owen qu'il pense que l'homme plaisante. Pourtant, Yuki dit qu'il ne sait vraiment pas. Owen lui crie dessus pour ne pas connaître un incident aussi important. Il demande comment il ne connaît pas cela alors qu'il connaît l'incendie et l'effondrement de la route. Yuki dit qu'il a passé la plupart de son temps dans le donjon et qu'il ne connaît pas beaucoup d'événements extérieurs. Owen voit que son manque de connaissances signifie qu'il ne peut pas contrer la catastrophe de Curborn. Yuki admet qu'il n'en a pas. Frustrant le héros, Owen voit qu'il n'a pas le temps de l'expliquer car la barrière du vide est sur le point de s'effondrer. Il dit à l'homme qu'il doit aller à la morgue pour comprendre ce qu'est la catastrophe. Owen explique qu'il le rejoindra une fois qu'il le pourra, mais qu'il doit se déplacer rapidement pour éviter des attaches sévères. Cela fait réaliser à Yuki que c'est grave. Juste au moment où il allait poser des questions, le héros a disparu. Yuki utilise son bracelet de distorsion le ramenant à l'hôpital. Au moment où il disparaît, le temps redémarre avec des gens qui marchent à nouveau dans les rues. Yuki est à nouveau avec sa famille en train de parler au médecin. Il a l'air calme, mais il est secrètement tendu. Il regarde sa mère et sa sœur heureuses, ne sachant pas ce qu'il doit leur dire. Il quitte le bureau du médecin et Yuki essaie de trouver des moyens de faire sortir sa famille de l'hôpital. Sa mère et sa sœur parlent de nourriture, ce qui l'amène à suggérer qu'il cuisine pour elles pour fêter ça. Les dames sont intriguées qu'il suggère quelque chose d'inhabituel. Il demande qu'elle rentre chez elle pendant qu'il fait les courses. Il regarde les deux partir excités pour leur dîner. Une fois qu'elles sont parties, Yuki se retourne pour trouver un moyen d'aller à la morgue. Il se dirige vers les toilettes des hommes. À l'intérieur de l'une des cabines, il porte la cape invisible de Kito. Il se souvient avoir utilisé la cape principalement pour les monstres de Baran afin de l'éviter pendant ses aventures et se sent maintenant coupable de devoir l'utiliser pour se faufiler dans l'hôpital. Il quitte une cabine, faisant croire à un patient que l'hôpital est hanté. Yuki se dirige vers l'ascenseur et le prend jusqu'au sous-sol. La porte de l'ascenseur s'ouvre pour révéler des couloirs sans personne. En se promenant, il trouve l'endroit trop calme pour être une source de catastrophe. Pour en être sûr, il sort son radar sensoriel pour être en alerte. Il lui dit qu'il n'y a aucun danger autour. Il continue de marcher jusqu'à ce qu'il trouve une porte menant à la morgue. Il l'ouvre et trouve une pièce sombre remplie de lits avec des cadavres. Il regarde autour de lui, mais rien ne se passe. Il lui vient à l'esprit que le héros pourrait simplement se moquer de lui. Soudain, il sent un frisson de danger. Les corps bougent alors. Ils se lèvent de leur lit et s'approchent de lui comme des créatures insensées. Ils rugissent comme des bêtes désespérées de nourriture. Yuki fait face aux morts vivants avec son épée et dit qu'il comprend enfin. D'accord, c'est la fin de l'histoire. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.